Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous parlions avec Kevin Marquis du jeu vidéo et comment le jeu vidéo pouvait à la fois être un exutoire, être libérateur et en même temps apprentissage, mais aussi il pouvait venir envahir notre monde réel et le monde virtuel que nous créions dans ce jeu, eh bien pouvait agir à notre détriment. Aujourd'hui, nous allons avancer dans notre recherche d'humanisation et nous parlons de la responsabilité. Cette responsabilité, à qui revient-elle? Est-ce qu'elle revient à la société ou est-ce qu'elle revient à chacun d'entre nous? Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Madame Hélène Tessier. Bonjour, Madame Tessier. Bonjour, Monsieur Couetou. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis professeure à l'école d'études de conflit de l'Université Saint-Paul et je suis aussi avocate et psychanalyste. D'accord, alors ça se situe, la question de la responsabilité, c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, justement, est-ce que, comme je le disais dans cette introduction, est-ce que la responsabilité revient à la personne, à l'individu, ou alors ça revient à la société? La responsabilité de nos actes, vous voulez dire que quand vous Oui. parlez de responsabilité, Est-ce que... est-ce que quand une personne agit, elle est responsable ou la société est-elle responsable de ses actes? Ben, il me semble que si vous posez la question de cette façon, la responsabilité de l'acte ne peut pas revenir entièrement à la société. La personne qui agit est nécessairement responsable de ses actes, à moins d'être sous l'effet d'une médication ou d'une folie temporaire. Enfin, toutes les causes habituelles, à la fois juridiques ou les causes plutôt juridiques d'irresponsabilité. Mais dans la vie courante, si on n'est pas somnambule, on est responsable de nos actes et on est présumé vouloir les conséquences habituelles, les conséquences prévisibles des actes qu'on pose. Mais je comprends de votre question que vous vous demandez quand quelqu'un prend une décision, est-ce que c'est son milieu social ou sa formation qui décide pour lui? Dans son action, c'est sûr que l'action est portée par un sujet individuel, mais les raisons, les motifs de son action, est-ce qu'ils sont déterminés par la société? Est-ce que ce serait un déterminisme social? Ou est-ce qu'ils sont plutôt le résultat du libre arbitre, d'une décision purement individuelle? Est-ce que si je pose le problème comme ça, c'est la façon dont vous voulez qu'on en discute? Ben, exactement, parce que on n'est jamais complètement détaché de son environnement. Voilà. Là-dessus, vous avez complètement raison. On est des humains, les humains, Aristote le disait, on est des êtres politiques, on est situé dans une société, dans une histoire, et le fait qu'on ait les antécédents familiaux, sociaux, historiques que nous avons est bien sûr lié à la nature des décisions que nous prenons. Mais à la fois, si ce n'était qu'un déterminisme, tous les individus d'une même société seraient pareils. Oui. Qu'est-ce qui explique les différences individuelles? Et d'ailleurs, à ce moment-là, si on pousse le bouchon, j'ai envie de dire, si on pousse ce raisonnement, ben, je ne suis plus responsable puisque je suis déterminé par justement tous ces antécédents, ce milieu dans lequel je vis. Il y a des questions, il y a des exemples historiques très connus où on invoque la société ou la loi ou le contexte dans lequel on travaille pour se dire non responsable. Il y a les grands exemples des procès de Nuremberg, par exemple. Quand les criminels nazis ont été traduits en justice devant le tribunal à Nuremberg, leur défense était fondée sur le fait, mais nous, on n'avait pas à être d'accord ou non d'accord. Nous étions loyaux à nos chefs, fidèles à la loi de notre pays, et nous avons appliqué les lois telles qu'on devait les appliquer sans les discuter. Maintenant, si quelqu'un est responsable, ce serait nos chefs ou notre société à la limite. Mais pour prendre un exemple plus concret, plus habituel, plus quotidien peut-être pour nous, on pourrait dire que ce genre de justification arrive très souvent dans le travail, dans le monde du travail. Il y a des études très intéressantes faites par une discipline qui s'appelle la psychodynamique du travail, où on examine justement souvent le désir, pas le désir, mais la façon dont les
employés, les gens qui travaillent, se définissent comme les rouages. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette action que mon entreprise a décidée, mais qui suis-je? Je suis un rouage. Disons, je ne suis pas d'accord avec telle décision qui provoque des mises à pied de plusieurs personnes qui se retrouvent sans emploi. Je suis un cadre, mais je suis malgré tout un rouage. Et ça, c'est une façon de se déresponsabiliser de la possibilité que parfois nous pouvons avoir, je ne dis pas toujours, de résister, de s'opposer et de transformer. Est-ce que justement, on ne pourrait pas opposer à ça que, je ne sais plus qui disait, le mal progresse parce que les gens de bien n'interviennent pas. Et qu'effectivement, si je dis, je suis qu'un rouage, je me protège. Moi, je vous poserais la question, si on ne fait pas le bien, sommes-nous une personne de bien? C'est ça. Est-ce que je parle... Je ne me rappelle pas quel philosophe disait, je pense que c'est un écrivain, Thomas Mann, qui disait le mal existe sûrement, mais en réalité, ce qu'on voit, ce n'est pas le mal, ce sont des gens qui font le mal, qui prennent des décisions qui sont mal ou qui agissent. Alors, pour le paraphraser un peu dans une mauvaise traduction, ce n'est pas le mal qui nous préoccupe, ce sont les malins, ceux qui font les choses mal. Bon, un peu, c'est en fait Aristote disait, la sagesse, ça n'existe pas, il n'y a que des personnes sages. Alors, de ce point de vue-là, vous voyez que la réponse que je vous soumettrai pour discussion à la question que vous posez, c'est qu'on ne peut pas mettre à la réponse ni d'un côté entièrement, ni de l'autre. Imaginez un libre arbitre hors société, hors politique aussi, parce que la capacité que nous avons à résister à l'injustice, par exemple, et aussi tributaire de notre position. Si vous êtes... c'est la vertu de prudence, pour parler comme Aristote, encore une fois. Quand on a perdu la guerre, il faut accepter d'avoir des moyens limités. Si on a perdu la bataille, on n'est pas celui qui gagne. Alors, il y a des moments où on ne peut résister, mais à moindre degré qu'à d'autres moments où on a encore le pied dans la porte et il est encore temps d'agir. Alors, je dirais qu'il y a différents... Il y a le déterminé... Nos décisions sont ancrées dans une société, dans une histoire, mais aussi dans un contexte politique, dans des rapports de domination. Mais il ne faudrait pas confondre, par exemple, le danger pour sa vie ou le danger pour être déporté dans un régime totalitaire, ou le danger d'être torturé, d'être déporté, et le danger, la simple crainte de penser que nos collègues vont moins nous aimer ou ne vont pas nous saluer ou qu'on pourrait perdre un avantage ou peut-être même perdre un emploi. Tout est sujet à évolution. Donc, il y a toujours une partie qui nous échappe, mais il y a une partie, moi, je maintiendrais que le libre arbitre ou que la responsabilité individuelle existe toujours. Sinon, on ne serait pas des humains, on serait des machines. C'est ça. Et qui sont programmées, justement, qui n'ont pas de responsabilité, parce qu'elles sont programmées pour agir réellement comme ça. En fait, j'aimerais peut-être, il me revient en vous parlant une citation de Paul Ricoeur, que je cite mal, de mémoire, mais qui m'a beaucoup impressionnée et que j'utilise beaucoup dans mon enseignement sur les dimensions morales des conflits. Je fais réfléchir les étudiants sur la phrase suivante, à peu près. Ricoeur disait « Nous ne sommes pas libres parce qu'on est autonome. Ce n'est pas parce que nous sommes autonomes que nous sommes libres, mais c'est parce que nous sommes autonomes que nous devenons libres. » Alors, c'est seulement en se posant comme l'auteur de son acte qu'on acquiert la liberté. Si vous dites « Ah, c'est pas moi qui torture », supposons que vous êtes quelqu'un qui travaillait dans une prison, puis vous avez des ordres, et vous n'avez pas beaucoup le choix. Vous dites « Mais c'est pas moi, je suis obligée de faire ce qu'on me dit. » D'accord, mais à ce moment-là, vous renoncez à votre autonomie. La décision n'est pas autonome. Autonome, ça veut dire qui pose sa loi à lui-même, qui génère lui-même sa propre loi, mais vous êtes hétéronome, c'est-à-dire que vous prenez la loi d'un autre comme la maxime de vos actions. Vous n'avez pas toujours le choix. Mais en ce faisant, vous dites « je ne suis pas libre ». Mais souvent, on a tendance à penser que c'est seulement la personne libre qui peut agir de façon autonome. Or, je pense que Ricoeur avait raison, c'est par des petits actes ou des gros actes d'autonomie qu'on acquiert la liberté. Alors, de
de manière plus concrète, hein, je repense à ce que disait quelqu'un qui me disait, et qui travaillait chez un huissier et qui était chargé de faire des saisies. Je disais, mais moralement, ça doit être difficile parce que d'aller faire, etc. Et elle me disait, ben, c'est la loi, j'applique la loi, moi, j'ai aucun problème moral, je ne fais que appliquer la loi. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que elle disait, ben oui, je mets des gens à la rue, mais c'est eux qui ont choisi de faire cet emprunt, c'est eux qui ont choisi d'acheter cette voiture, d'acheter ces choses, et donc j'applique la loi. Mais on peut se demander si finalement, dans notre société très matérialiste, hein, où on a un toit, on a de quoi manger, etc. On est une société quand même où le matériel est important. Eh bien, est-ce que justement le poids de la société peut pousser certaines personnes à faire des dépenses, notamment à travers la publicité, le marketing, etc., à dépenser et à être conduits à acheter des choses Sûrement. dont ils n'ont pas forcément sa capacité Mais c'est sûr que, j'ai entendu, comme je vous disais, je ne serais pas portée à dire, mais cette madame, ou monsieur, si vous avez des dettes à ce point, c'est parce que vous l'avez voulu. Voulu étant un mot qui serait dans le contexte un peu, vous avez été aussi un peu conditionné socialement à faire toutes ces dettes. Mais en fait, je trouve votre exemple intéressant parce que parlons du huissier ou de la huissière. Qui le fait? Est-ce qu'elle est autonome? Ben c'est ça la question, c'est-à-dire qu'on voit bien que Elle les est deux... dans une société où on dit, quand vous avez un emploi, vous devez être loyal à votre employeur et vous êtes dans un état de subordination. Vous êtes huissier, donc vous faites le travail des huissiers. Et en plus, je pense que les huissiers, ils portent serment à l'autorité. Il y a un serment d'huissier, vous n'avez pas le droit de faire abodou. Mais d'accord. Mais je pense que la marge de résistance peut exister aussi. Parce que si tous les huissiers, disons, refusaient de mettre à la rue des gens quand il fait moins 40, mais je pense que ça a été le cas d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est plus permis maintenant. On n'a pas le droit. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le droit des saisies, mais il me semble que maintenant, il y a certaines choses qui ne peuvent plus se faire. Par exemple, en matière de logement, c'est impossible de mettre à la rue une famille pour non-paiement pendant les mois d'hiver. Alors, mais ces choses se sont faites parce que des personnes ont résisté. Comment se manifesterait la résistance d'une personne qui est huissier, qui est quand même, peut-être en l'exprimant, ou en essayant de trouver des aménagements, ou en exprimant son problème moral à quelqu'un qui est en mesure de voir s'il n'y a pas des mesures alternatives. Je ne sais pas, mais c'est ce que vous posez par votre question, c'est un problème très, très important parce que c'est le problème de la transformation de l'ordre social. Si si on prend pour acquis qu'on est purement déterminé soit par nos fonctions ou par notre société, cette société se reproduira sans arrêt, sans changement. Alors, donc, il faut accepter, réintroduire l'idée qui n'est pas une idée empirique. Je suis d'accord que dans la majorité des actions de nos vies, on est beaucoup plus enchaîné, pas seulement à la société, mais aussi dans des rapports de subordination qui font qu'on n'a pas le choix total. Mais c'est mieux d'avoir cet horizon possible d'un monde où reste le libre arbitre que d'imaginer qu'il n'existe plus du tout à ce moment-là. Et c'est très grave parce qu'il n'y a aucune possibilité ni de résistance ni de transformation. Et j'allais dire, pour même aller encore un peu plus loin que ça, on voit comment certaines banques ont un pouvoir assez énorme. Je dis certaines, mais peut-être même toutes les banques ont un pouvoir assez énorme quand elles autorisent ou elles refusent les prêts, qui peuvent avoir des conséquences sur la vie des gens très concrets. Certainement, oui. Et ce pouvoir bancaire, je pense même à certains pays où toutes les banques ont refusé de soutenir un parti politique. Eh bien, à ce moment-là, ils condamnent ce parti politique à disparaître parce que plus de banques n'acceptent d'avoir de compte. Donc, on voit le rôle que peut avoir le pouvoir de l'argent, justement. Oui, ou le pouvoir social, mais de ce que vous dites, on pourrait peut-être tirer une espèce de synthèse disant si la transformation de l'ordre existant, s'il doit être transformé pour quelque chose de mieux, ne peut pas se faire sans conditions sociales qui le permettent.
Si, par exemple, prenons l'État nazi, ça devenait de plus en plus difficile de le transformer parce que les mesures répressives étant si fortes, la surveillance, la répression, le danger réel pour toute personne qui se serait opposée devenait si grave, si sérieux, que les conditions sociales ne permettaient pas l'exercice du libre arbitre, ne serait-ce que pour préserver surtout parce que ça mettait en cause notre propre vie. Par ailleurs, il n'y a aucune transformation possible sans que des individus transforment la société. La société, ce n'est pas une abstraction. Et à chaque fois que la société s'est transformée par des projets sociaux, il y a toujours eu quelqu'un. La loi de protection du consommateur, par exemple, qui a restreint justement ces saisies à certains moments où on doit laisser à quelqu'un, dans une saisie civile, des choses nécessaires à sa survie. On ne peut pas saisir, il me semble, plus qu'un certain montant du salaire. Bon, c'est des lois qui ont été des modifications au Code civil qui ont été adoptées par la lutte de groupes sociaux, mais d'accord, mais ceux qui faisaient partie des groupes sociaux, c'est des individus qui se sont engagés. Et le projet de transformer ces règles de saisie, elles ont été quand même portées par des individus qui ont agi d'une façon qui était quand même assez différente de ce que leur société, que l'ensemble des gens de la société pensaient au même moment. Oui, et alors vous soulignez, vous insistez fortement sur ce côté personnel de ces gens qui s'impliquent, etc. Et j'allais dire, c'est des gens qui vont à contre-courant, hein, qui vraiment résistent. Très souvent. Et alors, justement, est-ce que le bien penser, est-ce que quelque part, c'est pas un risque pour la liberté de tous de se dire, voilà, cette bonne pensée, hein, cette bonne conscience collective, est-ce que justement, c'est pas à un moment donné, ça ne devient pas un carcan, une sorte de prison dans lequel la société s'enferme? Ce que vous appelez bonne pensée, moi je l'appellerais plutôt conformisme, qui des fois prend des manifestations ou adopte une forme sournoise. On ne se sent pas conformiste, mais en réalité, comme vous dites, on est souvent conditionné à être conformiste, à trouver beau quelque chose qu'on nous présente comme beau, ou intéressant, quelque chose qu'on nous présente comme intéressant, et même dans des discussions sur des livres ou des films, ça peut devenir très difficile d'exprimer notre position réelle, dire c'est drôle, je ne l'ai pas trouvé si intéressant qu'on le dit à la radio ou à la télévision, mais en fait, mais il y a une espèce de pression à se conformer. Et la raison, pourquoi les humains La question difficile, c'est une question que qui intéresse la psychanalyse au premier plan, je dirais, c'est pourquoi les humains se soumettent-ils aussi facilement? La question, c'est pas tellement pourquoi les humains se révoltent, c'est plutôt l'inverse, parce qu'il y a très peu de révoltes. Ouais. On se soumet beaucoup plus, et je pense à quelqu'un qui n'était pas du tout psychanalyste, mais un philosophe du XVIe siècle, et La Boétie, qui a écrit un petit traité de la servitude volontaire, dont le titre en dit long, et sa question, c'est ça, mais oui, mais pourquoi? La Boétie disait, je comprends tout à fait pourquoi des gens se soumettent par contrainte. Il y a de temps en temps, je les plains. C'est une grande infortune que de devoir se soumettre à un maître par la contrainte et de faire des choses qu'on réprouve. Ça, c'est vrai. Et des fois, on ne peut pas. Le rapport de force est tel que si vous n'avez pas le choix, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Le rapport maître-esclave. Hein. Le rapport maître-esclave. Mais la Boétie disait, s'il n'y avait que la contrainte qui provoque la servitude, ce serait triste. Mais ce serait moins désolant, moins préoccupant que le fait que les gens se soumettent par plaisir ou volontairement. Et il donnait l'exemple, la cour, en fait, ce qu'il appelait un tyran, mais il donnait l'exemple du courtisan. Ouais. Combien de personnes se mettent autour du tyran, mettez-le en termes modernes, mais pensez à un patron abusif ou je ne sais pas trop, des situations que vous pouvez imaginer, et guettent ses sourires, souhaitent être dans ses bonnes grâces, ne ferait rien pour lui déplaire, espérant des avantages que finalement ils n'auront probablement jamais parce que mais peu importe. Et ça, c'est ce que la Boétie décrivait comme la servitude volontaire, c'est-à-dire ces personnes ne sont pas tenues par contrainte, pourraient s'éloigner. Mais c'est sûr qu'on renonce
dans un comportement comme ça, on renonce à certains avantages immédiats. On renonce peut-être à une certaine gloire. On renonce en étant à contre-courant. Et c'est là, je me dirais que notre capacité d'agir contrairement aux diktats ou aux opinions dominantes de notre société entre en jeu et est très importante. Alors, est-ce qu'on peut être 100% complètement libre, autonome? Moi, je ne le pense pas. C'est-à-dire que ce serait difficile, mais je pense que c'est un idéal. Je pense que l'idée de se reconnaître toujours comme l'auteur de ces actes, vous allez peut-être trouver que j'ai une morale un peu rigide, mais que même si on n'a pas le choix d'obéir, qu'on a le devoir moral d'admettre que si un acte est fait, il est fait par nous. On peut avoir des justifications avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Que pour ne pas aller en Sibérie, j'accepte de signer cette fausse déclaration. Bon. Mais c'est quand même vous qui l'avez signé. On ne peut pas oublier ça. Mais je ne vous dis pas que je ne suis pas ici pour condamner quelqu'un qui ferait ça. Mais c'est un déni d'une réalité de dire que c'est fait par la société. Non. Que vous n'ayez pas le choix, c'est une chose, c'est une autre. Comme on parlait de cette vertu de prudence, s'objecter pour rien, ça ne change rien. Mais il reste qu'on est toujours responsable des actes qu'on pose. Maintenant, on n'a pas toujours le choix de ne pas les poser, ça c'est vrai. Mais en même temps, la capacité même de se poser la question, de s'opposer, elle est déterminée par des conditions sociales. Parce que si on imagine un monde où personne, vous savez, tous ces romans comme 1984 de George Orwell ou même Alice au pays des merveilles, où il y a un petit personnage qui dit on peut imaginer un monde. Je pense qu'on pourrait je ne me rappelle pas de Alice au pays des merveilles, mais on pourrait même imaginer un monde où le mot liberté n'aurait aucun sens. Ouais. Il y a beaucoup de romans d'anticipation ou de science-fiction qui tournent autour de cette idée que socialement, on peut... Et je pense qu'on vit dans une société où certains mots, on les prend pour acquis. Par exemple, efficacité. Qu'on doit mesurer une action à son efficacité. C'est ça. C'est ça, c'est il y a 30 ans, en 1930, vous auriez peut-être dit non, on doit mesurer une action à sa conformité à des préceptes religieux. Aujourd'hui, on dirait, il y en a encore des personnes qui vont penser comme ça, mais de façon générale, si vous écoutez la radio, cette politique est bonne parce qu'elle est efficace ou elle est efficiente. Bon, mais ça, ce sont des conditions sociales qui font que certains mots deviennent plus importants que d'autres. Oui, et une certaine rentabilité. Exactement. Voilà. Même évaluation d'une œuvre, par exemple. Souvent, on vous dit « Ah, ce film est excellent, il a fait je ne sais pas trop combien au box-office. » Ben oui. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la qualité de l'œuvre? Non. Ça peut nous dire quelque chose sur l'efficacité de la publicité. Ça peut être un excellent film. Je ne veux pas dire un n'exclut pas l'autre, mais le critère d'évaluation par lequel on nous conditionne, c'est plutôt le succès matériel d'une œuvre ou d'une politique que son évaluation en termes de contenu. Mais même ce qu'on peut appeler le gouvernement par sondage. On voit de plus la blague « je suis votre chef, donc je vous suis ». La question, et moi, est-ce que telle politique est conforme aux convictions du parti que je dirige, etc. Ou plutôt, est-ce que la population la veut? Si la population la veut, tâchons de ne pas trop les contrarier. C'est une autre façon, mais ça, c'est une condition sociale. Dans une autre société, le chef, et peut-être pas, c'est peut-être pire encore, pourrait dire, moi, j'ai rien à faire de ce que les gens pensent. Les choses se passent comme moi je veux. Ce sera une dictature totale. L'un n'est pas nécessairement mieux que l'autre, mais c'est pour dire que le concept de ce gouvernement par sondage, c'est aussi un produit d'une société, d'une économie. D'ailleurs, l'un ou l'autre peuvent être des dictatures. L'un ou l'autre peuvent être des dictatures. Mais c'est simplement pour illustrer le fait que la personne, le libre arbitre de la personne est toujours limité par sa capacité de penser. Si vous aviez demandé à des grands philosophes du Moyen-Âge si les femmes étaient les égales des hommes, quelle que soit leur qualité intellectuelle, il y en a peu qui auraient pu vous dire oui. Parce qu'on ne pensait pas comme ça. Et c'est une pensée qui n'avait pas d'espace. Alors, on a bien avancé là sur le sujet. On termine toujours nos émissions par une question
une question qu'on laisse à nos téléspectateurs qui vont, j'allais dire, réfléchir à cette question. On peut en réfléchir et y réfléchir aussi un petit peu, mais de manière à ce qu'eux-mêmes puissent avancer justement dans cette responsabilité. Alors, quelle question vous laisseriez? J'aurais tendance à reprendre votre question du début. Sommes-nous responsables de nos actes ou la société est-elle responsable de nos actes? Ben, je pense que je pense que je préférais que vous la formuliez parce que vous allez la faire peut-être d'une façon plus percutante, mais ce serait, il me semble, le débat que vous avez voulu engager. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Est-ce que vraiment, est-ce que pour reprendre un peu avec tout ce qu'on a dit, est-ce que moi, je suis capable d'endosser tous les actes que je pose, hein? Je crois que si on la formule comme ça vous convient? C'est-à-dire, quel que soit mon métier, quelle que soit aussi ma responsabilité dans ma famille, on a parlé beaucoup de métiers, mais aussi par rapport à ma famille, si je bois un verre, si je bois 2 verres, si je décide d'être complètement ivre, ben, je veux dire, je peux pas m'excuser parce que j'étais ivre. Non, à un moment donné, j'ai choisi de boire tous ces verres. Hein. Peut-être que, si vous me permettez un petit mot de conclusion, ce que je dirais, c'est que de toute façon, ce n'est qu'en se reconnaissant comme l'auteur de nos actes qu'on a une petite chance de transformer les choses. Sinon, c'est impossible. Se reconnaître comme l'auteur de nos actes, quelle que soit la contrainte qui nous pousse à les faire, c'est le premier pas vers la transformation. Sans ce pas, il me semble que la transformation est très difficile. Et peut-être, en plus de la transformation, peut-être, j'oserais dire l'humanisation, de devenir plus homme. Parce que même sur des plans personnels, vous parliez de la dépense. Si vous dites, mais c'est plus fort que moi, c'est pas moi, c'est comme plus fort que moi, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas changer. Ouais. Ça restera toujours plus fort que vous. C'est seulement à partir du moment où vous vous reconnaissez comme en partie l'auteur de votre acte que vous pouvez le changer. Mais malheureusement, il y a des cas, et je ne voudrais pas me culpabiliser personne parce que je reconnais tout à fait qu'il y a dans la majorité des situations, on ne peut pas changer les choses à ce point-là. Mais se reconnaître comme étant responsable de ce qu'on fait, c'est déjà un bon pas. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à tous les spectateurs qui nous suivaient. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, à nous interroger, à nous proposer de nouveaux sujets. À la semaine prochaine.